Bonjour à tous. Alors d'abord, je tiens à remercier Loïc Vaillant qui m'a proposé donc de vous faire une présentation sur le microbiote intestinal et son rôle dans la réponse thérapeutique aux agents anticancéreux. Alors, c'est l'autre flèche. Donc dans le titre, il y a cancer, il y a microbiote et il y a quelque chose qui est entre les deux, qui fait le lien entre effectivement cancer et microbiote, et ce lien c'est l'immunité, autrement dit le système immunitaire. Alors là-dedans, moi je me présente, je suis Cyril O'Haraud, donc je suis médecin enseignant-chercheur à la faculté de médecine, et mon domaine de compétence c'est pas le piano, mon domaine de compétence c'est l'immunité. Donc je suis chef de service de l'allergo et de l'immunologie clinique, et puis je suis dans une équipe de recherche dans notre faculté ici à Tours, dans une unité où on travaille sur la compréhension du système immunitaire et notamment avec l'environnement. Et le microbiote fait partie de notre environnement. Puis j'ai la chance depuis, ça va faire 10 ans maintenant, d'être dans le comité de rédaction d'une revue qu'on appelle la revue du microbiote, comme son nom l'indique, traite du microbiote. Et moi, je m'intéresse particulièrement donc à l'immunité, au rôle du microbiote dans l'immunité, d'où ma présence ici pour vous parler donc cancer, microbiote et bien sûr immunité. Alors, pourquoi microbiote, cancer, et je vous ai dit le lien entre les deux, c'est l'immunité. Et on va voir pendant à peu près 1 heure de présentation. Après, bon, on est entre nous, on n'est pas très très nombreux. Donc s'il y a des choses que vous comprenez pas, ou s'il y a des choses que vous comprenez et vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez intervenir et puis on discutera. C'est pas un souci, vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez. Et donc dans ce questionnement effectivement du microbiote dans la réponse thérapeutique au cancer, eh bien l'immunité va être, on va dire, essentielle, parce qu'on sait que pour qu'on ait une bonne immunité, un bon système immunitaire, eh bien il faut qu'on soit exposé au microbiote. Ça, on va avoir l'occasion de le discuter. Le microbiote, il y a une interaction importante entre les deux, entre l'immunité. L'immunité contrôle le microbiote contrôle l'immunité, et on va le voir, l'immunité est très importante contre le cancer, et le cancer va utiliser des pièges, va piéger notre système immunitaire, et c'est pour ça qu'on va développer malheureusement des cancers. Mais avant de rentrer dans les détails et de pouvoir répondre à la question, est-ce que ça, notre microbiote, ce qu'on a dans nos intestins, donc peut interagir avec effectivement la réponse thérapeutique, c'est important pour comprendre ça, de comprendre ce que c'est le système immunitaire. Rapidement, on verra ce que c'est que le microbiote, parce que on en a tous entendu parler à la radio. Et puis après, on verra effectivement comment le microbiote, ça peut faire ou pas fonctionner des thérapeutiques, notamment des thérapeutiques innovantes. Alors l'immunité, c'est quoi? L'immunité, moi je la représente souvent comme le yin et le yang, parce qu'il y a deux composantes qui, on va le voir, peuvent agir l'une sur l'autre. L'immunité, sa fonction essentielle, c'est d'assurer l'intégrité de notre organisme. D'accord? C'est pour ça que le système immunitaire, c'est finalement le système le plus génial qu'on a. Donc, les neurologues vont vous dire que c'est le cerveau, c'est pas vrai. Les pneumologues vont vous dire que c'est le poumon, les cardiologues c'est le cœur, c'est pas vrai. Sans système immunitaire, on serait pas là en train de se parler les uns les autres, parce que notre corps, il est en permanence agressé par tout un tas de choses, et si on n'avait pas le système immunitaire, on serait pas là. Et pour pouvoir assurer justement la défense de notre organisme, notre système immunitaire, il va fabriquer ce qu'on appelle des effecteurs. C'est des cellules, et vous avez tous eu, je regarde à peu près, j'imagine, une prise de sang dans votre vie, puis vous avez vu qu'il y a plein de cellules qu'on appelle notamment des globules blancs ou des leucocytes, et dans les leucocytes, quand on regarde, il y a plein de noms un peu barbares, et ces barbares, notamment un qu'on appelle les polynucléaires neutrophiles, c'est les cellules, la première ligne de défense de notre organisme. Et bien ces cellules ont la capacité de reconnaître les micro-organismes, c'est-à-dire les bactéries, les virus, les pathogènes, de les reconnaître et de les détruire.
Mais ils ont aussi la possibilité, ces effecteurs, ces cellules du système immunitaire, de reconnaître les cellules cancéreuses et de les détruire. Et c'est pour ça que le système immunitaire, c'est un des organes les plus géniaux que l'on ait, parce que grâce à ça, dans la majorité des cas, on est né pour ne pas faire d'infection et on est né pour ne pas faire de cancer. Sauf que des fois, les choses ne se passent pas toujours comme ça. Et malheureusement, on va développer parfois des infections et parfois on va développer des cancers et on va discuter un petit peu de ça. Alors le système immunitaire, ce fameux yin et yang, on a la capacité de fabriquer des effecteurs. Ces effecteurs vont nous protéger contre les cellules cancéreuses et les micro-organismes. Mais l'opposé du yin, il y a le yang. Le yang, c'est qu'on fabrique aussi, je me trompais de bouton, des régulateurs. Donc c'est des cellules qui, elles, au lieu de reconnaître et détruire, elles vont reconnaître, mais ne pas détruire. Donc on a la possibilité notamment de reconnaître nos propres cellules, et on a intérêt de reconnaître nos propres cellules et différencier un pathogène d'une cellule à nous, parce que sinon on s'autodétruirait. On est capable aussi de reconnaître les aliments et de ne pas les reconnaître. Parce que si on les reconnaît, ça pose problème. On ne peut pas manger, on meurt. Donc on a un système qui va nous permettre de ne pas reconnaître nos aliments. Il reste encore des places, hein. Allez-y, rentrez, on est entre nous, installez-vous. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Et donc ces régulateurs, c'est eux qui nous permettent effectivement de pouvoir manger tranquillement et de pouvoir survivre. Et puis on a aussi ces régulateurs, on va le voir, on a la capacité de reconnaître ce qu'on appelle les bonnes bactéries, hein, vous savez, les mauvais chasseurs, les bons chasseurs. Et ben il y a des bactéries pathogènes, mais il y a aussi des bactéries, on va le voir, qui sont intéressantes et qu'il ne faut pas éliminer. Et on va le voir, elles font partie aussi de notre organisme. Donc ces fameux régulateurs, elles ont aussi la capacité justement de contrôler un peu les effecteurs. Pourquoi ? Parce que quand vous allumez le feu dans votre jardin, juste à côté de la maison, pour vous débarrasser des mauvaises herbes, à un moment donné, si le feu vous échappe, vous cramez la maison à côté. Là, c'est la même chose. Quand on allume une réponse contre un virus ou une cellule cancéreuse, à un moment donné, il va falloir éteindre le feu. Et ces cellules régulatrices, elles vont pouvoir justement contrôler un petit peu les effecteurs, d'où cette histoire de yang et de yin, ou de yang, comme vous voulez, de yin-yang. Alors le problème, c'est justement quand on a un problème avec ces régulateurs, les régulateurs dysfonctionnent pour une raison X ou Y, et il y en a, eh bien on va avoir là les effecteurs qui vont échapper. C'est-à-dire qu'on va avoir un emballement des réponses immunitaires, et là ça peut poser problème, parce que si ça s'emballe, on a une bactérie, on fait une infection et qu'après l'infection, le feu qu'on a déclenché pour se débarrasser de la bactérie continue, on va faire des maladies inflammatoires ou des maladies auto-inflammatoires ou des maladies auto-immunes si les effecteurs reconnaissent nos propres cellules. C'est pas très très bon. Les lupus, par exemple, c'est des maladies où notre corps va reconnaître certains organes et les détruire. Le diabète, ça en fait partie aussi. Et donc, normalement, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas s'auto-détruire parce que ces régulateurs, ici, sont là pour ça. Et puis, quand on reconnaît des aliments, c'est là où on va développer des maladies allergiques. Et donc, toutes ces problèmes, toutes ces maladies-là sont liées à un problème de, effectivement, effecteur régulateur. OK ? Donc, la résumé de tout ça, c'est que dans la majorité des cas, si on est en bonne santé, c'est parce que notre système immunitaire, il fait bien son boulot entre des réactions de reconnaissance et de destruction, ce qu'on va appeler le mot barbare immunogénécité. C'est les fameux effecteurs dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi il y a de la régulation, et c'est un équilibre, et en permanence, on est entre l'équilibre, entre je fais des effecteurs et je fais des régulateurs. Ainsi, là, dans la salle, et moi-même, là, je suis en train de faire probablement 3-4 infections, et je suis en train de faire aussi 3-4 cancers,
sauf que j'ai un système immunitaire qui est très efficace et qui va me permettre de reconnaître les cellules cancéreuses et de les détruire, mais aussi un système régulateur qui va régler le problème et je ne vais pas faire trop d'inflammation. Mais en tout cas, j'ai un système qui est en permanence en train de tester l'environnement, en permanence en train de me tester mon propre corps et je me rends compte même pas que je fais des infections. Alors, sauf que de temps en temps, on en fait. Quand c'est une nouvelle bactérie, par exemple, des fois, je suis pas immunisé, mon système il n'est pas prêt, je vais quand même être malade, mais très rapidement, on va prendre le dessus, je ne vais pas forcément mourir d'une infection, même si elle est nouvelle. Et dans le cancer, le problème du cancer, dans une grande majorité de cas, dans le cancer, on a justement des anomalies de la reconnaissance, des anomalies, on va le voir, de la régulation, qui font que malheureusement, on a ce qu'on appelle l'immunosurveillance du cancer. En permanence, je vous ai dit tout à l'heure, on a quand même tendance à faire des cancers et en permanence, on a un système immunitaire qui va régler le problème avant même que le cancer ne se développe. Le souci, c'est quand on a un problème soit d'effecteur ou soit de régulateur, c'est là où le cancer va progresser et apparaître. Par chance, on a découvert il y a quelques années des nouvelles stratégies de prise en charge du cancer, que vous avez probablement entendu parler, qu'on appelle l'immunothérapie. L'immunothérapie, ça a révolutionné la prise en charge de certains cancers, puisque ça a permis de changer où avant on utilisait des molécules qui vont directement aller, ce qu'on appelle la chimiothérapie, aller attaquer le cancer, les cellules cancéreuses et les détruire. Aujourd'hui, on a développé des nouveaux systèmes qui sont justement basés sur l'immunité et qui ciblent justement le système immunitaire pour réapprendre au système immunitaire à reconnaître les cancers. Comme dans beaucoup de cancers sont liés parce que notre système immunitaire a du mal à reconnaître les cellules cancéreuses et à faire son boulot, eh bien, ces nouveaux traitements vont permettre, en ciblant le système immunitaire, de permettre de restaurer la reconnaissance et la destruction par notre système immunitaire, ce qu'il devrait toujours faire. Donc pour comprendre comment fonctionnent ces nouveaux traitements, on va aller maintenant un petit peu plus loin dans le fonctionnement, dans l'organisation du système immunitaire. Je vais essayer de vous accompagner pour vous faire comprendre c'est quoi ces traitements, ces nouveaux traitements d'immunothérapie et pourquoi le microbiote finalement est important dans ces nouveaux traitements. Pause, on se relaxe, on prend une respiration, et puis on va monter progressivement les échelons du système immunitaire, qui est à la fois un système extrêmement simple, et puis quand même un petit peu compliqué. Donc on va y aller un petit peu par étapes. Donc la première chose, c'est quoi le système immunitaire et son organisation? Bon, c'est, on va dire, relativement simple. Finalement, il y a deux trucs qui se superposent, deux machins qui se superposent, deux systèmes qui se superposent. Un premier système qu'on va appeler le système immunitaire inné, parce qu'il est présent dès la naissance tout de suite. Et puis un deuxième système immunitaire, comme son nom l'indique, qui dit adaptatif, et on va voir, qui s'adapte à l'environnement. Avec des petites particularités entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est très ancien, c'est 800 millions d'années, et puis un autre qui est plus récent, qui est présent sur notamment les êtres vivants un petit peu plus sophistiqués, soi-disant, où on serait tout en haut, soi-disant, c'est les vertébrés supérieurs. Et la différence entre les deux, donc celui-là, il n'est pas présent chez tous les êtres vivants, et ce système-là, il est fonctionnel dès la naissance. Un nourrisson, par exemple, on dit, le nourrisson, c'est fragile, attention. Non, un nourrisson, quand il naît à la naissance, il a un système inné qui est complètement fonctionnel. Alors, faut faire attention quand même. Un nourrisson, c'est quand même un être fragile, parce que son système, il peut se faire vite dépasser, parce qu'il n'a pas la capacité de fabriquer beaucoup de cellules du système immunitaire. Mais son système, il est fonctionnel dès la naissance. Le système immunitaire adaptatif, comme son nom l'indique, il s'adapte à l'environnement. Donc il apparaît plutôt après la naissance, quand on est en contact avec les virus, quand on est en contact avec les parasites, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne dans le détail. La particularité de ces systèmes, c'est que lui, il est présent d'emblée, ça marche bien, mais ça n'a pas tellement de mémoire. Voilà, c'est pas hyper efficace, mais ça marche bien. Une première ligne de défense intéressante. Par contre, le système immunitaire adaptatif, lui, il a une mémoire et il a une capacité de reconnaissance extrêmement précise. On va le voir, en fin de compte, on fabrique des missiles à tête chercheuse
très 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 ciblé, ce qui en fait quelque chose d'extrêmement efficace. C'est pour ça que la majorité du temps, on n'est pas malade finalement. Et on va être malade. Vous avez des enfants, des petits-enfants, on ne nous dit pas ça avant d'en faire, hein. C'est qu'ils sont très malades, souvent ils sont malades quand ils sont petits, et puis quand on vieillit, quand on arrive dans les extrêmes, dans les âges extrêmes de la vie, après c'est variable d'un individu à un autre, quand on est petit, le système immunitaire il n'est pas encore complètement mature, et puis quand on vieillit, je vous apprends rien, moi aussi, quand je cours j'ai mal au genou maintenant, voilà, ça arrive, voilà, le système immunitaire, il a le droit de vieillir aussi. Et des fois, on va voir le système immunitaire qui va vieillir. Et c'est pour ça qu'on va échapper à l'immunosurveillance des cancers. C'est pour ça qu'on a plus de cancers chez les tout petits et on a plus de cancers chez les personnes d'âge avancé. Alors, ces systèmes immunitaires innés, je ne rentre pas dans les détails, mais les systèmes immunitaires innés, on a plein de cellules. On a parlé tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure des polynucléaires neutrophiles, c'est ceux qui sont le plus souvent en quantité. Après, on en a plein différents, peu importe. Ce qui est intéressant à savoir, finalement, c'est comment ça marche. En gros, il y a des cellules qui sont capables de phagocyter, c'est-à-dire on va englober la bactérie, par exemple, dans le cytoplasme de la cellule. Il va y avoir de l'eau oxygénée qui va se mettre là-dedans, ça va détruire la bactérie, et puis comme ça, on se débarrasse des intrus. On a aussi d'autres possibilités qui fonctionnent pas mal sur le cancer, sur les cellules cancéreuses, c'est que des cellules sont capables directement de donner l'ordre à la cellule malade, notamment dans le cancer, toi tu meurs, et pas faire trop de dégâts. On a aussi la capacité de produire des petites substances chimiques, donc soit par contact ou soit par des substances chimiques qui vont directement, les substances chimiques, aller détruire la cellule cancéreuse par exemple. Donc c'est un moyen de défense qui marche très très bien, ou une bactérie par exemple, c'est ce qu'on appelle de la cytotoxicité, peu importe. Donc ça, c'est un système qui marche plutôt pas mal. Le système immunitaire adaptatif, il y a deux types de cellules qui sont intéressantes, c'est les lymphocytes T et les lymphocytes B. On ne s'est pas embêté, hein. Donc c'est tous les deux, c'est des cellules un petit peu particulières qui, elles, ont besoin d'apprendre. Et elles se sont caractérisées par ces cellules, c'est que l'apprentissage va leur permettre d'exprimer un récepteur qu'on va appeler pour les lymphocytes T le TCR, ou le lymphocyte B qu'on va appeler le BCR. Là aussi, on ne s'est pas foulé. Et qu'est-ce que c'est que ces récepteurs-là? C'est des lecteurs de code barre. Lecteurs de code barre, vous avez tous utilisé un jour un lecteur de code barre? Jamais. Allez dans un magasin où, de toute façon, si ce n'est pas vous qui l'avez utilisé, c'est la dame à la caisse qui l'a utilisé. Vous prenez votre chaussure de savate doigt de pied, comme chez moi, et vous les passez devant le scan, et puis vous passez votre boîte de conserve petit pois de 250 grammes, eh bien, la machine ne va pas se tromper. Pourquoi? Parce que le lecteur de code barre, ça correspond à quoi? Ça correspond à une carte d'identité. C'est quelque chose d'extrêmement précis. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos lymphocytes T et vos lymphocytes B sont capables de reconnaître les codes barres des bactéries, des virus ou des parasites, donc de reconnaître de façon extrêmement précise le virus, le parasite, la levure, tout ce que vous voulez, et les cellules cancéreuses. Le lymphocyte T, ce fameux lecteur de code barre, on va l'appeler le TCR pour donc récepteur du lymphocyte T, et puis pour le lymphocyte B, on va l'appeler donc le BCR pour le récepteur du lymphocyte B. Et ce récepteur du lymphocyte B, vous en avez tous entendu parler au moins une fois à la télé ou à la radio ou en regardant des fois des analyses médicales. Et vous avez ce TCR qui peut se détacher justement de la cellule, du lymphocyte B, et ça va donner ce qu'on appelle un anticorps, ce qui est une immunoglobuline. Et cet anticorps, cette immunoglobuline, c'est quoi? C'est ce fameux missile à tête chercheuse dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qui va être fabriqué dans le corps, qui peut aller partout dans l'organisme, dans le sang notamment, on va le trouver beaucoup dans le sang. Et quand cet anticorps-là va être au contact, là il y a un site de reconnaissance, donc c'est le lecteur de code barre, il va pouvoir reconnaître la bactérie, il va pouvoir reconnaître la cellule cancéreuse et il va pouvoir l'éliminer. Donc des anticorps, il y en a plein de différents, on a des G, on a des A, peu importe. C'est comme les voitures, quand on regarde sur le boulevard, il y a des coupés sport, il y a des monospaces, il y a des voitures familiales, elles ont toutes un petit peu des fonctions différentes.
Mais globalement, la fonction principale de ces anticorps, c'est de reconnaître de façon extrêmement précise, extrêmement efficace, ce qui fait que, encore une fois, on est quand même rarement malade. Alors, ce système immunitaire, vous allez le retrouver dans tout l'organisme, mais particulièrement, finalement, au niveau des interfaces avec l'extérieur, donc c'est-à-dire la peau. Vous allez le retrouver au niveau du poumon, parce que quand on respire de l'air, mais avec tout ce qu'il y a dedans. Les polluants, les parasites, tout ce que vous voulez, les pollens. Et notre système immunitaire, il faut qu'il soit présent au cas où on ait une agression. Et on va avoir la même chose, notamment au niveau de notre tube digestif. On va avoir besoin d'une concentration importante de cellules du système immunitaire, parce que quand on regarde les surfaces de la peau, 2 mètres carrés, du poumon, 140 mètres carrés, de l'intestin, de 200 à 500 mètres carrés, ça dépend des individus, c'est une surface d'un terrain ou de 2 terrains de tennis. Donc, il va falloir quand même de la surveillance là-dessus. Et c'est pour ça que notre système immunitaire, il est quand même particulièrement important, justement au niveau du système digestif, au niveau du tube digestif. Deuxième pause. Pareil. Voilà. On va monter d'un cran maintenant. Donc on a vu ce que c'était que le système immunitaire. On a vu qu'il y avait un vieux système immunitaire assez archaïque, mais qui marche bien, quand même, hein, faut pas se plaindre. Et on a un deuxième système immunitaire qui est arrivé au cours de l'évolution, le système immunitaire adaptatif, qui, comme son nom l'indique, nécessite un apprentissage. C'est pour ça que les enfants sont souvent malades d'ailleurs quand ils sont tout petits, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ça aussi, donc on ne nous le dit pas, hein, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ça s'améliore. Ok ? Sauf que les tout petits, ils ont quelque chose d'assez intéressant, c'est que la maman, pendant le 3e trimestre de la grossesse, elle donne des anticorps à son bébé. C'est pour ça que les nourrissons, les bébés jusqu'à 6, 12 mois parfois, ils ne sont pas très malades finalement, par rapport à l'autre là qui a 2 ans, là, qui a tout le temps le nez qui coule. Voilà, quand les grands-parents doivent le garder, ils sont tout le temps malades. Alors quand ils sont tout petits, finalement, ils ne le sont pas. C'est parce que la maman va donner des anticorps. Okay, donc anticorps, super intéressant parce que hyper efficace, mais par contre, il faut apprendre. Et il y en a qui apprennent un petit peu moins vite que d'autres. Alors là, on va aller un petit peu plus loin, parce que là, on a fait un balayage un petit peu rapide de ce que c'est que le système immunitaire, et on va aller un petit peu plus loin pour comprendre comment, avec les nouveaux traitements, on arrive à mieux soigner le cancer, et aussi pour comprendre pourquoi le microbiote, c'est si important que ça. En tout cas pour le cancer. Alors là, je vais vous parler d'une cellule qu'on appelle la cellule dendritique. Vous voyez là, elle a plein de petites dendrites. Au départ, quand on l'a découverte, on pensait que c'était une cellule du cerveau, un neurone, parce que les neurones, ils ont plein de connexions comme ça. Non, c'est une cellule du système immunitaire. Et en fin de compte, c'est une cellule qui est extrêmement importante. On appelle ça la cellule chef d'orchestre, parce qu'effectivement, elle va se retrouver à l'interface, cette cellule, entre l'immunité innée ici et l'immunité adaptative. Elle fait partie en fin de compte des deux. Alors comment ça marche ce truc ? Enfin cette cellule, une belle rose des sables. Voilà, ça c'est une cellule dendritique au repos. C'est une cellule sentinelle. Elle est au niveau des interfaces. On va la retrouver au niveau des interfaces justement avec l'environnement. Là on va trouver les intrus, les agresseurs, les pathogènes potentiels. Et cette cellule, elle est là pour, encore une fois, rôle de sentinelle pour surveiller. Mais quand elle va être activée, notamment par une infection, des germes pathogènes, eh bien cette cellule va à ce moment-là capter l'information et puis elle a la possibilité d'envoyer des signaux danger. Attention, c'est des petites molécules chimiques qui vont permettre de recruter, appeler les cellules du système immunitaire et déclencher la défense. D'accord ? Donc ces cellules-là sont importantes même pour la réponse immunitaire innée. Okay ? C'est des cellules sentinelles. Mais ces cellules-là ont la capacité aussi, une fois qu'elles ont été en contact avec un pathogène, de migrer vers de la périphérie, du coup, la peau, le tube digestif, les poumons, le nez, le système respiratoire. Elles vont migrer vers ces petits organes-là qu'on appelle les ganglions,
Ici, les ganglions, et les ganglions, bah, on en a tous touché, on a tous eu qui ont grossi, il y en a même là, il est un peu gros quand même. Bah, dès que vous faites une angine, dès que vous faites vous avez une coupure, une déchirure, bah, votre système immunitaire fait son boulot. Eh bien, les ganglions gonflent, donc c'est normal d'avoir les ganglions qui gonflent, parce que justement, le système immunitaire, ces cellules dendritiques vont au niveau des ganglions et vont aller présenter des morceaux de bactéries pour faire quoi? Donc au bout, là, il y a plein de petits morceaux de bactéries, si elle a rencontré une bactérie ici, ou une cellule cancéreuse, et qu'est-ce que vont faire ces cellules? Elles vont les présenter aux lymphocytes, et c'est là qu'ils vont apprendre, on va les éduquer. C'est comme ça qu'on arrive à éduquer notre système immunitaire, et ça va être la base des réponses immunitaires adaptatives. Donc ces cellules-là, elles sont hyper importantes pour la reconnaissance et la mise en place de l'immunité. Donc, une petite vidéo. Est-ce que ça va marcher? Là, vous avez une cellule dendritique ici, une grosse cellule dendritique. Là. Et là, c'est un lymphocyte. Et vous avez peut-être pas bien vu, mais en gros, il se passe rien. Vous mettez, c'est pas son boulot. La cellule dendritique, elle est pour capter les informations en périphérie. Elle n'est pas là pour s'amuser ici avec un petit lymphocyte T. Par contre, maintenant, on prend une cellule dendritique. Ça, on fait ça sur plaque. On prend la cellule dendritique, on l'active un petit peu, on lui donne à bouffer de la bactérie. Elle est bien énervée, elle a bien ses dendrites. Et bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle va être au contact ici avec un lymphocyte T, elle va créer ce qu'on appelle une synapse immunologique. Elle va entourer le lymphocyte T et elle va donner l'information. Toi, ok, maintenant, ton TCR, ton récepteur de ton lymphocyte, il faut que tu reconnaisses, je vais t'apprendre à reconnaître le morceau de bactérie et je vais t'éduquer. Et c'est comme ça que ça marche. Et puis là, vous avez au milieu, alors regardez bien, je ne sais pas si je pourrais le refaire, mais là, vous voyez, il y a une espèce d'interaction. La cellule dendritique, elle essaie de se connecter. Et puis là, ça y est, elle l'a attrapé. C'est bon, on va voir l'interaction. Et pouf, elle la laisse repartir. D'accord? Et bien ça, c'est une cellule immunitaire. Malheureusement, une cellule dendritique qui a eu une anomalie. Elle n'arrive pas à faire le contact avec le lymphocyte T. Eh bien, ça va donner un déficit immunitaire. C'est les bébés bulles, c'est les enfants qui n'ont pas de système immunitaire, ils n'ont pas de système immunitaire adaptatif parce qu'il y a un problème de connexion entre les deux. Donc ces cellules-là, les cellules dendritiques, sont extrêmement importantes pour justement la reconnaissance des bactéries, la reconnaissance des cellules cancéreuses et l'éducation des cellules cancéreuses. Et si je résume ici, on a nos cellules de l'immunité dites innées. On a tout un tas de cellules. On a nos lymphocytes T, nos lymphocytes B, nos anticorps. On a notre cellule dendritique. Et cette cellule-là peut activer ça, cette cellule-là peut activer. Et c'est surtout cette cellule-là qui va apprendre au lymphocyte T à reconnaître les morceaux de bactéries, à reconnaître les cellules cancéreuses et à produire des réponses qui vont être adaptées à chaque situation. C'est le b.a.-ba des réponses immunitaires. Et à chaque fois qu'on est en contact avec un nouveau virus, une nouvelle bactérie, à chaque fois, il va se produire toujours le même processus. Troisième pause. Donc déjà, on a bien progressé. Hein. On va passer, j'ai encore combien de temps? C'est bon. On a bien progressé. On sait ce que c'est que le système immunitaire, le inné, l'adaptatif. On a vu même qu'il y a une cellule qui s'appelle la cellule dendritique, c'est elle qui fait l'apprentissage de tout le monde. Maintenant, j'ai toujours pas quand même en explication de ce que ça peut faire les traitements par les nouveaux traitements du cancer. Et encore une fois, j'ai pas encore les explications pour le microbiote. Ok. On a fait la pause. On va maintenant aller encore un petit peu plus loin. Je reviens sur ma cellule dendritique. Okay, je vous ai dit que la cellule dendritique, elle est capable d'activer des lymphocytes T. Et notamment d'éduquer la cellule T, le lymphocyte T, ici par son récepteur au lymphocyte T. Il faut lui apprendre à reconnaître le cancer, la cellule cancéreuse. Alors comment ça marche? On va aller maintenant dans l'aspect un peu moléculaire des choses. On était plutôt là au niveau de la cellule. Là, on va aller vraiment au niveau des récepteurs. On va être encore un petit peu plus précis dans le fonctionnement. Allez-y, installez-vous. Il reste des places. Prenez place. J'aurais dû faire ça à la pause. Mais il y en aura d'autres pauses de toute façon. Mais installez-vous.
Donc je reviens donc sur ma cellule dendritique. Donc le rôle de la cellule dendritique, c'est donc d'éduquer le lymphocyte T à reconnaître les bactéries. Jusque-là, c'est OK pour tout le monde. J'espère. Je n'ai pas trop perdu. Eh bien, comment elle fait, la cellule dendritique, pour justement éduquer notre lymphocyte T ici, le récepteur du lymphocyte T? Comment elle fait? Eh bien, en fin de compte, la cellule dendritique, dans sa forme immature, elle va capter des morceaux de la cellule cancéreuse, elle va le processer, c'est-à-dire qu'elle va le couper en petits morceaux, et elle va présenter des petits peptides de la cellule cancéreuse sur ce qu'on appelle un portoir à peptides, ce qu'on appelle, un gros mot en immunologie, le complexe majeur d'histocompatibilité, peu importe. Et ce portoir à peptides, tout simplement, il va porter l'information au TCR. Et en gros, l'interaction qui se fait là, c'est comme un système de clé de serrure. C'est-à-dire que au hasard du ganglion où il y a des milliards, des milliers de lymphocytes T, on va trouver un récepteur du lymphocyte T qui reconnaît un petit peu l'antigène qui est présenté ici, le morceau de bactérie ou le morceau de la tumeur qui est présenté ici. Et quand il y en a un, ça matche un petit peu, et ben il va se mettre à proliférer, proliférer, proliférer. Et à chaque fois qu'il va proliférer, qu'il va se multiplier, on va avoir ici un réarrangement jusqu'à avoir une clé parfaite. Donc en fin de compte, notre système il est capable de générer des milliards de clés. On n'a pas les clés, on ne peut pas tout reconnaître, c'est impossible. Notre code génétique ne nous permet pas de faire ça. Par contre, on va faire un système d'erreurs. Il va se multiplier, il va y avoir des erreurs, et quand l'erreur permet une meilleure reconnaissance, on va garder l'information. Et puis on va refaire des erreurs, et donc c'est un système d'erreurs qui nous permet de fabriquer plein de récepteurs qui vont être hyper sophistiqués. Donc c'est par multiplication, par multiplication, par multiplication. Le cancer, c'est aussi des cellules qui se multiplient, qui se multiplient, qui se multiplient. Donc c'est bien, grâce à la multiplication de ces cellules, on arrive à avoir un système immunitaire extraordinaire, mais le revers, c'est quand vous avez des cellules qui se multiplient trop, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça devient un cancer. Des cellules qui deviennent incontrôlables et qui se multiplient, ça devient un cancer. Donc, comme je le dis à mon fils de 5 ans, enfin plutôt à sa mère, à propos de son fils de 5 ans, il a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire qu'il est hyper pertinent, mais qu'est-ce qu'il est chiant des fois. Et ben, le système immunitaire, c'est un peu la même chose. On a des cellules qui sont, grâce à la multiplication de ces cellules-là, qui vont se multiplier, se multiplier, se multiplier. À la fin, on va avoir un système de clés de serrure hyper sophistiqué, notre fameux lecteur de code barre. Okay, bah, le problème, c'est que des cellules qui se multiplient trop, il ne faut pas que ça soit incontrôlé. D'accord? Donc nos cellules se multiplient, se multiplient, se multiplient, et ça va donner, à la fin, des cellules qui vont être ici avec un récepteur T, qui vont reconnaître uniquement les cellules cancéreuses de façon extrêmement précise. C'est nos fameux lecteurs de code barre. D'accord? Et dans le cancer, eh bien, notamment, on a des couleurs différentes parce qu'elles ont, encore une fois, c'est comme les voitures, les coupés sport, les monospaces dont je vous parlais tout à l'heure, elles ont des fonctionnalités différentes. Et ces cellules-là, elles sont capables de créer des cellules tueuses, les fameuses cellules tueuses de notre système immunitaire qui vont pouvoir reconnaître et détruire le cancer. Alors là, maintenant, je crois que je n'ai pas fait de pause, mais on aurait pu. On va aller un petit peu plus loin parce que ces molécules ici, qu'on appelle des molécules de costimulation, c'est aussi un système on va dire, de clés de serrure. C'est des petits récepteurs qui sont exprimés sur les cellules du système immunitaire et qui vont donner une information ici au lymphocyte T de proliférer, donner plutôt celle-ci ou plutôt celle-là ou plutôt celle-là. D'accord? Donc c'est un système, on présente ici l'antigène, mais après on a d'autres, on va dire, petits messages qui vont passer par contact cellulaire, ce qu'on appelle les molécules de costimulation, qui vont être importants pour l'orientation après des réponses immunitaires. Et donc dans le cancer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir des acteurs qui vont être très importants de ces fameuses molécules de costimulation. Donc là,
on élève un petit peu encore plus le degré de connaissance et de complexité du système immunitaire, mais ça va vous permettre de comprendre comment fonctionnent les nouveaux traitements du cancer. Donc les molécules de costimulation, donc on a ici notre portoir à peptides qui reconnaît ici le récepteur du lymphocyte T, et on a ici des molécules de costimulation, et quand on engage ici le CD80 ou le CD86 sur une autre molécule qu'on appelle ici la molécule CD28, en fin de compte, on va donner un signal au lymphocyte T, vas-y, on a besoin de toi, prolifère, multiplie-toi, parce que on va avoir besoin de détruire la cellule cancéreuse. D'accord ? Donc, on arrive à donner une information à la cellule de se multiplier pour acquérir une force de destruction vis-à-vis du cancer qui va créer, par exemple, une grosse inflammation et on va pouvoir se débarrasser des cellules cancéreuses. Ok ? Cependant, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a allumé le feu, après, quand il n'y a plus d'intrus, il n'y a plus de cellules cancéreuses, il faut éteindre le feu, parce que sinon, ça va créer des dégâts. Si dans un tissu, vous n'avez plus de cellules cancéreuses, mais quand vous détruisez vos cellules cancéreuses, vous mettez quand même un peu la pagaille, il y a de l'inflammation, on n'est pas bien, il y a un problème quand même, on crée le feu quand même dans les tissus. Si le feu continue, ça va détruire le tissu. C'est plus le cancer, mais ça va être l'inflammation qui va détruire le tissu, donc il faut arrêter ça. Et bien pour arrêter ça, pour stopper l'inflammation, qui nous a permis quand même de détruire les cellules cancéreuses, eh bien, au lieu d'engager ici le CD80, CD86 qui engage ici le CD28, on va engager au niveau du même lymphocyte T d'autres molécules de costimulation. Ici, c'est CTLA4. Là, ça active, ici, plus. Là, ici, ça dit stop. Donc, en fonction des molécules qui vont être exprimées par la fameuse cellule dendritique, le chef d'orchestre des réponses immunitaires, eh bien vous allez avoir soit une activation ici, soit au contraire, vous allez arrêter les choses. Okay ? Et c'est ça qui est extrêmement important dans le système immunitaire. On reste encore dans l'histoire de la dualité. Je peux m'activer, mais je dois aussi freiner les choses. Et ces fameux, ici, molécules, c'est ce qu'on appelle les points de contrôle immunologique, ou vous avez peut-être entendu parler des checkpoints immunologiques. Les checkpoints, c'est les points de contrôle. Ça permet de basculer ici vers les fortes réponses, mais aussi ici d'éteindre les réponses. Donc c'est des points, effectivement, au niveau du système immunitaire qui sont extrêmement importants. Et là, on commence à s'approcher de la compréhension des nouveaux traitements, notamment des immunothérapies. Pourquoi ? Eh bien parce que la cellule tumorale, c'est une vicieuse quand même. Parce que, justement, elle va utiliser un leurre vis-à-vis de notre système immunitaire pour mettre en défaut l'immunosurveillance. En faisant quoi ? Eh bien, elle va être capable de surexprimer une molécule de costimulation inhibitrice. Ici, c'est PD-1 ligand, donc on a nos cellules cancéreuses. Notre cellule cancéreuse, elle exprime des gènes du cancer. Eh bien, ici, on a éduqué une cellule cancéreuse pour reconnaître le cancer ici. Elle exprime un TCR qui reconnaît la cellule cancéreuse ici, l'antigène, super. Sauf que la cellule cancéreuse, elle exprime aussi un marqueur pour dire à la cellule, non, ne me reconnais pas, meurs. Et bien, la cellule ici, elle meurt ou elle ne s'active pas, la cellule cancéreuse prolifère. D'accord ? Donc, un des moyens à la tumeur d'échapper à l'immunosurveillance, c'est d'utiliser, de retourner les armes du système immunitaire contre le système immunitaire. C'est en lui faisant croire que tu n'as pas besoin de me détruire. Et d'ailleurs, nos propres cellules, pour ne pas détruire nos propres cellules, on utilise aussi un petit peu le même arsenal. Mais en tout cas, là, ici, la cellule cancéreuse va nous truander, elle va nous présenter une fausse information et elle va retourner les armes que nous, on utilise pour, au contraire, éteindre le feu, pour lui dire « ne me reconnais pas ». Et donc, la cellule tumorale, elle va proliférer. Et donc, le fameux, une des fameux ce qu'on appelle inhibiteurs de checkpoint immunologique, donc en français je ne me souviens plus du terme en français, enfin les points de contrôle immunologique,
Eh bien, un des points de contrôle immunologique que utilise beaucoup la cellule cancéreuse, c'est ce qu'on appelle PD-1 pour programme de mort cellulaire, parce qu'effectivement, ça a été découvert notamment justement dans le cancer. Et donc, PD-1 ligand, ça va être le ligand d'un récepteur sur le lymphocyte T qui bloque donc la multiplication du lymphocyte T et donc la possibilité de détruire le cancer. Alors l'immunothérapie du cancer, finalement, c'est quoi? En tout cas, une des immunothérapies du cancer, parce que je pense qu'on va vous parler d'une autre possibilité de pouvoir détruire les cellules cancéreuses, c'est d'utiliser finalement des anticorps. On est capable aujourd'hui de fabriquer des anticorps qui vont ressembler aux anticorps que notre corps est capable de former. Donc on le fait dans des petites usines qui sont souvent des cellules d'ailleurs, et on va demander à la cellule de fabriquer des anticorps qui peuvent être maintenant complètement humanisés, c'est-à-dire c'est pratiquement des anticorps humains, mais les anticorps humains vont avoir la possibilité de cibler ici le ligand de PD-1 sur la cellule tumorale ou le PD-1 sur le lymphocyte T. Et ça permet quoi? Là, la cellule cancéreuse, quand il n'y a pas ces anticorps-là, ça induit un échappement tumoral. Okay, et ces anticorps qui sont, on dit monoclonaux, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul anticorps, c'est le même anticorps qu'on arrive à fabriquer, et bien ces anticorps, ils vont pouvoir restaurer la reconnaissance, puisque ici vous avez la reconnaissance ici des antigènes de la tumeur, votre lymphocyte T va pouvoir reconnaître et s'activer et fabriquer des cellules cytotoxiques et détruire donc la cellule cancéreuse. Donc ces anticorps monoclonaux, aujourd'hui, on a un développement d'anticorps monoclonaux dans plein de pathologies, le cancer de la peau, le cancer du poumon, le cancer digestif, le cancer ORL, le cancer ovarien. Il n'y a pratiquement pas de cancer où il n'y a pas d'anticorps, puisque l'objectif, c'est maintenant de pouvoir cibler la tumeur avec justement ces anticorps pour restaurer la reconnaissance et surtout l'activation. La reconnaissance, on l'a finalement, mais c'est de restaurer, en levant le blocage ici, on restaure la fonctionnalité du lymphocyte T, cette capacité à reconnaître l'anticorps, la cellule tumorale, pardon. Et donc ça va permettre de pouvoir détruire la cellule cancéreuse. Donc on a parlé du système immunitaire, on a parlé maintenant, vraiment on a été très très loin, et je vous félicite, il y en a qui ne sont pas encore sortis, j'ai vu très peu de personnes dormir, donc vraiment félicitations, parce qu'on a fait de l'immunologie quand même de haute voltige quand même, c'est quand même assez compliqué ce qu'on a fait ce matin, surtout avant le repas, enfin après le repas je pense que c'est pire quand même, parce que là, vaut mieux avant le repas. Et du coup, ces nouveaux traitements qui ont donc révolutionné le cancer, je vous ai expliqué comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça cible au niveau du système immunitaire et ce que ça fait, comment ça restaure la reconnaissance et la fonctionnalité des lymphocytes. Le problème, c'est que s'il y a de très bons répondeurs, il y a aussi des moins bons répondeurs, il y a aussi des non-répondeurs. Et ça interroge quand même. Et dans les interrogations, ça a été le microbiote. Il est sorti là d'un chapeau, le microbiote. Le microbiote, qu'est-ce que c'est? Petite pause. On quitte le système immunitaire, il était temps, pour arriver au microbiote. Et le microbiote, on va aller vite. Le microbiote, c'est des micro-organismes qui sont dans un environnement. Alors, je vous apprends peut-être quelque chose. On a un microbiote du sol, on a un microbiote des océans. Rien n'est stérile sur notre planète. Et on a un microbiote du corps humain. Et le microbiote, c'est quoi? Le microbiote, c'est pas le microbiote, c'est les microbiotes. On a plein, finalement, de microbiotes différents. Ça dépend, finalement, de où on regarde. Le microbiote, on a un microbiote qui va être spécifique de la peau. On va avoir un microbiote qui va être spécifique du poumon. Donc le poumon n'est pas stérile, ce qui est un petit peu normal puisqu'il est quand même en contact avec l'extérieur. Donc il y a plein de bactéries, de virus, de parasites dans le poumon, mais ils ne sont pas pathogènes et ils sont importants pour notre système. On a un microbiote
également génital, on a un microbiote ORL, on a tout ce qui est en interface avec l'extérieur, on a un microbiote. Et surtout, on a un microbiote digestif, parce que vu la surface que l'on a, comme on a vu tout à l'heure, de l'intestin, du coup, on a un microbiote qui va tapisser l'ensemble de ce revêtement-là, et ça fait l'interface avec l'environnement. D'ailleurs, le microbiote, ça fait partie de notre individu. C'est-à-dire que pendant longtemps, on considère, et jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps avec le Covid, on a eu l'ère pasteurienne où le microbe, le virus, le parasite, c'est forcément mauvais, c'est forcément pathogène. C'est pour ça qu'aux enfants, on leur disait lave-toi les mains avant de passer à table, ne mets pas ton doigt dans ton nez. C'est pas pour ça, je dis ça à vous, monsieur. Hein. Ne mets pas ton doigt dans ton nez parce que c'est sale. Okay, on a évolué avec le microbiote parce que, au contraire, le microbiote fait partie de notre individu. Vous êtes finalement constitué que de 10% de cellules humaines. Le reste, c'est des microbes, c'est des micro-organismes. Et donc, il ne faut pas avoir peur des bactéries, des virus et des parasites parce que c'est important pour notre système immunitaire. Alors, comment ça marche ? Déjà, on a une multitude on connaît l'ensemble du génome de notre corps, il a été cartographié. Eh bien, on ne connaît pas l'ensemble du génome de notre microbiote. Il y a plein de bactéries, il y a plein de familles, il y a plein de genres d'espèces différentes. Ce qui est sûr, c'est que si il y a des variabilités de notre microbiote en fonction de l'endroit où on habite, ici différents pays, c'est très très différent d'un pays à un autre. C'est aussi très différent en fonction de l'âge. On n'a pas le même microbiote. Donc si on peut avoir des microbiotes extrêmement différents, par contre, la fonctionnalité de ce microbiote, elle est relativement stable, parce qu'il a une fonction de ce microbiote. Une fonction, par exemple, ce qu'on appelle l'effet barrière. Le système immunitaire est capable de reconnaître, le microbiote est capable de finalement de s'opposer à l'implantation de pathogènes. Donc quand on a un bon microbiote, ça va empêcher les mauvaises bactéries de s'implanter, par exemple. Ça fabrique des vitamines, notre microbiote, donc sans vitamines, on serait quand même en moins bonne santé, d'accord, voire même en très mauvaise santé. Ça fabrique aussi des sortes d'antibiotiques qu'on appelle les xénobiotiques, et ça aussi, ça participe à notre bonne santé. Donc le microbiote est indispensable à la bonne santé de notre organisme. Et tout ce qui va viser à modifier le microbiote, les antibiotiques, par exemple, ça ne fait pas du bien à notre système, à notre microbiote. L'alimentation, en fonction, si vous avez une alimentation qui va être très restrictive, ça peut être problématique. Si vous êtes effectivement à la fois quelque part extrêmement vigilant sur l'hygiène, voire trop, ça peut aussi avoir des conséquences sur votre microbiote. Alors je dis pas qu'encore une fois, faut vraiment plus se mettre le doigt dans le nez. Je pense que c'est pas un problème de se mettre le doigt dans le nez. Voilà. Par exemple, de l'hygiène, il y en a qui sont très très attachés à l'hygiène. Alors, je sais pas si Loïc est là. Non, il n'est pas là. Il est dermato, mais trop se laver, c'est pas bon pour notre peau. On n'est pas fait pour se laver. Et si on se lave, c'est parce que madame, elle est assise à côté de madame, et que si elle se lave pas, ça va gêner madame quand même. Mais sinon, voilà, trop se laver, c'est vraiment pas bon pour la peau, parce que vous détruisez votre microbiote à force de vous laver. Et donc, en fonction de votre alimentation, vous allez avoir bien sûr un impact sur votre microbiote. Et donc, avoir un bon microbiote, c'est propice à aussi avoir une bonne santé. C'est pour ça qu'à un moment donné, on faisait des comparaisons entre les gens qui vivaient à la ville, les gens qui vivaient à la ferme, ceux qui... voilà. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre d'antibiotiques. Hein. Attention, hein, parce que les antibiotiques, on a une mortalité, notamment infantile, qui est pratiquement nulle grâce aux antibiotiques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'attention, la vision du monde que l'on avait avant pasteurienne, encore une fois, où les microbes ou les bactéries sont nos ennemis, c'est pas vrai. Il faut sortir de ça. Et au contraire, le microbiote, c'est autre chose. Et donc le microbiote, justement, c'est l'objet aussi un petit peu de la présentation. Il a un impact très important sur le système immunitaire parce que sans microbiote, on n'a pas de système immunitaire. Quand on prend des souris ici,
on les fait naître par césarienne, et puis on les met dans un environnement complètement stérile, c'est-à-dire que c'est des souris qui n'ont jamais vu de bactéries, de parasites, et donc elles sont, on dit, axéniques. Eh bien, quand on regarde le tube digestif, il n'y a pas de système immunitaire. Le système immunitaire ne s'est pas développé. Pourquoi? Parce que pour pouvoir développer notre système immunitaire adaptatif, pour pouvoir fabriquer des anticorps, vous vous souvenez qu'est-ce qu'a fait la cellule dendritique? Eh bien, elle capte les antigènes des bactéries. S'il n'y a pas de bactéries, elle n'a rien à présenter aux lymphocytes. S'il n'y a pas de lymphocytes T qui s'activent, il n'y a pas de système immunitaire adaptatif. Et donc, du coup, on va avoir des souris qui vont être extrêmement fragiles vis-à-vis des infections, notamment. Donc, extrêmement important, le rôle du microbiote pour développer le système immunitaire. D'un autre côté, le système immunitaire, il contrôle le microbiote. Quand on a des patients qui ont des déficits immunitaires, ils ont un microbiote qui est anormal. On va parler de dysbiose. Donc, il y a une espèce d'interaction réciproque ici entre les deux. Et on l'a vu, le système immunitaire est très important pour reconnaître les cellules cancéreuses. Donc, mauvais microbiote, mauvaise immunité, mauvaise protection contre le cancer. Les immunothérapies là-dedans, c'est l'objet de la question. Est-ce que effectivement ça peut avoir un impact sur ces nouvelles molécules, notamment ces fameux anticorps monoclonaux? On vous parlera des CAR-T-cells, je crois, cet après-midi, qui est encore aussi un autre niveau. Mais du coup, là, vous aurez toute la formation d'immunologie accélérée qu'on a fait ce matin pour comprendre aussi ce que c'est que les CAR-T-cells. Et le microbiote et l'immunothérapie, ben oui, on va voir ça a un impact, ça a un rôle dans la réponse, c'est quand même extraordinaire. La réponse des immunothérapies, ça passe par le microbiote. Alors comment ça marche? Donc on a dit tout à l'heure que quand on a ces immunothérapies, ces anticorps qu'on dit monoclonaux qui visent à débloquer les inhibiteurs des checkpoints immunologiques, donc on a des bons répondeurs, et on a des mauvais répondeurs, ou des moins bons répondeurs. Et finalement, on s'est dit, est-ce que le microbiote peut être impliqué? On s'est rendu compte d'un truc, c'est que les patients qui, juste avant leur immunothérapie, recevaient des antibiotiques, statistiquement, quand on reçoit des antibiotiques avant des anticorps monoclonaux dans un cancer, ces fameux inhibiteurs de checkpoint immunologique, eh bien, on répond moins bien. Que font les antibiotiques? Eh ben, ils agissent sur le microbiote. Quand vous prenez tous là, je vous mets tous au défi, vous prenez de l'augmentin à bonne dose, c'est un antibiotique de l'amoxicilline avec l'acide clavulanique, on va tous avoir la diarrhée. Pourquoi? Parce que l'antibiotique, il détruit votre microbiote. Votre microbiote, il est détruit, il est déséquilibré. On se colle une diarrhée. C'est pas grave, on arrête au bout de 7 jours, on est guéri de notre infection. On arrête l'antibiotique, on prend un peu de levure. Vous avez fait ça, vous, quand vous étiez petit? Les levures, c'est quoi? C'est gros du microbiote. On va réensemencer notre intestin avec du microbiote et on va arrêter d'avoir la diarrhée. Parce que si on a la diarrhée, c'est qu'on a une prolifération d'une bactérie, il y a un déséquilibre et ça crée le bazar. Eh bien, le fait de prendre des antibiotiques et qu'on soit mauvais répondeur, c'était une piste pour se dire « Ah, c'est peut-être un problème avec le microbiote ». Alors qu'est-ce qu'on fait? On a été regarder le microbiote et on constate effectivement que les bons répondeurs, ils ont plutôt un microbiote qui est assez diversifié, assez abondant. Et comparativement à ceux qui sont mauvais répondeurs, on a plutôt une dysbiose, c'est-à-dire qu'on a quand même des anomalies. Alors on n'est pas au stade de pouvoir avoir un diagnostic, t'es malade, t'es pas malade, parce que le microbiote, encore une fois, c'est extrêmement complexe. On voit juste des tendances. Et il y en a, quand même, qui ont proposé la transplantation fécale. C'est quoi la transplantation fécale? Alors la transplantation fécale, dans l'hypothèse effectivement que ça peut venir la mauvaise réponse du microbiote, on s'est dit, eux là, ils répondent bien. S'ils ont le bon microbiote, allons voir si en le transférant ici au mauvais répondeur, ça va changer quelque chose. Donc la transplantation fécale, c'est quoi? On récupère les selles, un petit plateau ici, faut bien viser, et on va
on les met dans des petits flasques avec du liquide, on va faire sédimenter tout ce qui est fibre, et puis on va récupérer le surnageant où il y a des bactéries qui sont dedans, et puis après on filtre, et puis on les récupère, et par un processus quand même un peu complexe, c'est très quand même contrôlé. C'est-à-dire que le microbiote, c'est quand même quelque chose de très très personnel. Il y a quand même pas mal de bactéries dedans. Donc il ne faudrait pas qu'on colle à celui qui va le recevoir une maladie. Donc on fait quand même un petit peu attention, hein. Et puis pour petite information, avec l'arrivée des transplantations et surtout de voir... Alors là, c'est dans le cancer, hein, mais la transplantation fécale, on la connaît déjà depuis pas mal de temps, depuis même très très longtemps. Vous savez que la première fois on a entendu parler de transplantation fécale, c'est trop, il faut que je parte, c'est ça? Il faut que Non, non, il y a encore 5 minutes. Là, exactement, exactement. Il a dit la soupe jaune. Et la soupe jaune, c'est quoi? C'est les médecins chinois qui traitaient la dysenterie des patients en faisant consommer les selles de personnes guéries. Donc c'était la soupe chinoise et ça permettait d'améliorer. Donc vous faisiez déjà une transplantation de fesses, de selles. C'était effectivement les fameuses soupes chinoises. Et donc cette transplantation, il y en a même qui ont essayé de le faire dans d'autres pathologies, et ça marche très bien, notamment dans les personnes qui ont des entérocolites avec les antibiotiques. Ça marche très très bien aussi, parce que ça fait des trous quand même dans l'intestin. Donc là, avec la transplantation fécale, on arrive à régler le problème. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, il y en a qui se sont amusés à le faire pour leurs copains, dans leur cuisine, donc à traficoter ça. Il y en a quand même qui sont morts. Donc la transplantation fécale, d'accord, mais pas partout. Et il y a quand même des règles à suivre. C'est quand même un petit peu complexe. Et bien, en faisant ça, on a pu, chez certaines personnes qui n'étaient pas répondeurs aux immunothérapies, eh bien, on a pu finalement restaurer l'efficacité des médicaments, donc des inhibiteurs de checkpoint immunologique. Et comment ça fonctionne? Alors, puisqu'il me reste 2 minutes, tout ça, on l'a vu. On a parlé de tout ça déjà. Qu'est-ce qui se passe? On a notre cellule tumorale, la cellule dendritique, elle capte les informations. La cellule dendritique, elle va éduquer le lymphocyte T. Sauf que notre cellule tumorale, la vicieuse, elle va exprimer des molécules inhibitrices qui vont bloquer la reconnaissance et la fonctionnalité de notre lymphocyte T. Ça ne marche pas. On ne peut pas détruire les cellules cancéreuses vont se développer. Avec les inhibiteurs de checkpoint immunologique, on va bloquer ici les molécules qui permettent le blocage de la réponse immunitaire vis-à-vis des cellules cancéreuses. Eh bien, on va restaurer, on va pouvoir détruire la cellule. Et le microbiote, eh bien, il interagit avec la cellule dendritique et il va permettre justement, en plus, chez certains individus qui ne répondent pas effectivement aux inhibiteurs de checkpoint immunologique, parce que, en fin de compte, qu'est-ce que fait le microbiote? Il va donner un boost supplémentaire à notre cellule ici, à notre lymphocyte T ici. Il va donner un petit boost supplémentaire parce que dans certains individus, dans leur microbiote, ils ont des bactéries qui sont capables de synthétiser des petits antigènes qui sont très très proches ici de la cellule tumorale. Donc en fin de compte, notre microbiote peut entraîner finalement notre système immunitaire à mieux reconnaître ici nos cellules cancéreuses et de pouvoir finalement booster la réponse immunitaire. Donc il ne suffit pas en fin de compte, de désinhiber, d'enlever les blocages. Il faut aussi que notre système immunitaire soit déjà prêt, entraîné à reconnaître la cellule cancéreuse. Et donc, d'où l'importance du microbiote. Donc, dernière diapositive, on a parlé de l'efficacité du microbiote, mais il y a aussi la tolérance, il y a aussi les effets secondaires. C'est-à-dire que quand vous mettez une immunothérapie, vous avez compris, on lève les inhibitions, on lève l'inhibition que fait la cellule cancéreuse sur notre système immunitaire, on les lève. Mais je vous ai parlé tout à l'heure, quand on lève l'inhibition, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre système immunitaire? C'était au tout début. Si
on n'a plus de régulation, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va avoir plein d'inflammations. Et c'est pour ça que les nouveaux traitements peuvent aussi donner des effets secondaires. Ça va être des maladies auto-immunes, ça va être de l'inflammation, ça va donner des neuropathies, des choses comme ça. C'est possible. Eh bien, le microbiote, permet justement de faire de la régulation et d'entraîner, si on peut, le microbiote peut entraîner les cellules à reconnaître, mais il peut aussi entraîner notre système immunitaire à arrêter de reconnaître. Et donc, le microbiote va être important pour effectivement contrôler, améliorer l'efficacité de la reconnaissance des cancers et donc une amélioration, plus de gens qui vont être répondeurs, mais aussi finalement, il permet aussi d'induire plus de régulation, ce microbiote, et va permettre très probablement dans le futur de pouvoir aussi optimiser certes les réponses, mais aussi d'améliorer la toxicité de ces nouveaux traitements qu'on appelle donc les traitements des inhibiteurs de checkpoint immunologique. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet dont on m'a confié. Donc oui, le microbiote est extrêmement important pour notamment ce type de réponse. Et aujourd'hui, on commence à comprendre pourquoi et on commence à proposer des stratégies thérapeutiques. C'est pas encore dans le quotidien. La transplantation, c'est quand même assez grossier, mais probablement on va arriver à proposer des choses beaucoup plus précises et beaucoup plus simples que la transplantation fécale. Voilà, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, je vais y répondre. Je vais faire de la pub. Je vois, là, on est à peu près... l'âge moyen à peu près plus de 25, 26 ans, pas plus. Et bien justement, ça m'intéresse parce que à la faculté de médecine, on recherche des volontaires pour devenir participants standardisés. Donc nous, vraiment, le créneau, c'est les retraités. Parce que même si les retraités, ils sont très occupés, très occupés, mais ils sont aussi très fiables et ils sont capables de s'organiser pour pouvoir être disponible. Et en gros, aujourd'hui, on a un nouveau système d'évaluation des étudiants en médecine qu'on appelle les ECOS. C'est des examens bien particuliers qui permettent d'évaluer les compétences. Et on a besoin donc de volontaires pour simuler un malade. Alors, il n'y a pas besoin d'être acteur. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances particulières dans la médecine, pas du tout. On vous demande juste de votre présence. On vous apprend un scénario. Voilà, docteur, je boite depuis 3 jours. On apprend un scénario et puis vous répondez. Vous avez des questions. Vous allez bien sûr être entraîné. Mais ça nous permet effectivement de pouvoir évaluer les étudiants. Et comme le mot est standardisé, tout le monde va faire la même chose par rapport à ce scénario-là. Donc vous avez ici un petit lecteur, un petit code, un QR code, pardon. Si vous êtes intéressé, flashez. Allez voir sur le site de la fac de médecine. Il y a un petit lien. Vous pouvez contacter la responsable qui est Audrey Allard. Et puis j'aurai l'occasion éventuellement de vous revoir parce que je m'occupe avec le professeur Lardy de la formation des patients standardisés. Et donc on va passer un petit peu de temps ensemble. Alors, comme je vous dis, on veut des gens fiables et qui ont quand même du temps, parce qu'il y a à peu près 2 jours de formation, et puis après on est une matinée avec, il y a 25 étudiants, donc vous voyez 25 étudiants, ça s'organise, vous avez un petit étudiant qui vient, il a 7 minutes pour faire votre diagnostic, et puis il y a un médecin derrière qui va noter ses réponses. Et puis, tous les 2 minutes, toutes les 5 minutes, ça change, vous en avez un autre, etc. C'est très sympa. Et puis surtout, vous formez vos futurs médecins. Et donc, on a besoin de vous pour faire ça, parce qu'on manque un petit peu de patients standardisés. Donc, voilà. L'occasion était trop belle. Je vous remercie. J'espère que ça sera sur la vidéo. Comme ça, il y en aura peut-être d'autres qui vont le voir. Mais si vous avez des questions, je suis disponible. Bonjour. Sans parler de transplantation fécale, est-ce qu'on peut réensemencer le microbiote avec les probiotiques qui sont proposés dans différentes marques? Alors, je dirais oui.
C'est une possibilité, sauf qu'aujourd'hui, les connaissances que l'on a, des probiotiques, il y en a plein, il y en a des centaines de différents, et donc aujourd'hui, on est absolument incapable de vous dire c'est ce probiotique qu'il faut prendre, parce que vous avez cette dysbiose là, donc il faut mettre ce probiotique là. Donc pour l'instant, je dirais prendre des biotiques, pourquoi pas. Si ça vous améliore, pourquoi pas. Sauf que moi, je vous prescrirai jamais de probiotiques parce que je ne saurais pas lequel vous proposer. D'accord ? Par contre, à la limite, vaut mieux insister sur l'alimentation, donc plutôt voir avec un diététicien et vérifier que vous avez une alimentation équilibrée, parce que le principe d'avoir un bon microbiote, c'est de manger de tout en fin de compte. Et donc voilà, moi je mange pas ceci, je prends pas d'alcool, bah, tant pis pour lui d'abord, mais voilà, il faut pas se restreindre. Et c'est dans les régimes restrictifs qu'on modifie le microbiote. Donc de consommer par exemple des aliments frais. Et tout ce qui va être industriel, parce que les industriels, leur crainte, c'est que leurs produits soient contaminés. Donc tout ce qui est sous cello frais ou qui est sous vide, il n'y a pas de bactéries dedans, ou en tout cas il y en a très très peu. Et il faut surtout pas qu'il y en ait. Donc ils sont au contraire là pas forcément indiqués, quoi. Donc les probiotiques, c'est une très bonne idée, mais je ne saurais pas lequel vous recommander. Non. Oui. Oui, bonjour. L'alimentation fermentée, la fermentation lactique, donc c'est peut-être à conseiller et rentre dans l'éducation peut-être à chacun de nous. Alors les ferments, ce qu'on appelle les ferments lactiques, quand vous effectivement vous consommez des laits, des produits fermentés, vous générez des métabolites qui vont avoir un effet plutôt positif, notamment ce qu'on appelle les acides gras. Il y a certains acides gras qui vont être libérés, l'acide butyrique par exemple, qui ont plutôt un effet très positif sur le système immunitaire justement. Et donc dès que vous mangez des produits qui ont fermenté, bah, c'est plutôt mieux effectivement pour votre organisme. Donc les cavaliers du chef mongol, aidez-moi, Gengis Khan. Donc les premières descriptions de ces fameux laits fermentés avec des propriétés bonnes pour la santé, bah, ça vient des cavaliers de Gengis Khan, parce qu'ils étaient sur leur monture, ils avaient leur gourde avec le lait, bonne température au contact fermé et avec une agitation, bah, ça faisait fermenter le lait, ça permettait d'avoir un lait qui se conservait, et ça permettait d'avoir effectivement des soldats très vaillants, puisqu'ils avaient un très bon microbiote stimulé par ces ferments effectivement. Et donc dans le tube digestif, tout ce qui va être lait va être métabolisé effectivement par des bactéries et qui vont créer des métabolites extrêmement intéressants pour notre corps. Tout à fait. Je pense spécifiquement à la fermentation lactique qu'on utilise pour les légumes, par exemple. Ouais. Tous les légumes qu'on peut manger comme condiment en accompagnement de nos repas. Alors, est-ce que c'est utile ? Alors, encore une fois, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question pour quelqu'un au niveau personnel, d'accord ? Parce que, encore une fois, l'alimentation d'une personne et par rapport à une autre, en fonction du microbiote, ne vont pas forcément être le même, mais d'une manière générale, plus on a une alimentation qui est diverse et variée, notamment avec des produits fermentés, mieux c'est pour la santé. Après, encore une fois, donner des recommandations et dire que tout le monde doit consommer des produits fermentés, j'ai pas de preuve pour ça. Après, quand on voit les pays du Balkan, la longévité qui est quand même assez légendaire, c'est des personnes qui consomment beaucoup d'huile d'olive, qui consomment beaucoup de produits fermentés. On a parlé des cavaliers de Gengis Khan. Voilà, il y a dans les études épidémiologiques, on voit qu'il y a un intérêt. Maintenant, au niveau mondial, c'est compliqué. Il n'y a aucune société savante, que ce soit en cancérologie ou en gastro-entérologie, qui vont vous dire il faut consommer tel type de probiotiques. Maintenant, il y a des probiotiques, on a des prébiotiques, on a des symbiotiques, c'est des mélanges. On a maintenant des métabiotiques. Voilà, ce qui est sûr, c'est que personnellement, je recommande notamment pour les mamans qui sont enceintes l'allaitement.
parce que l'allaitement favorise effectivement l'implantation notamment de lactobacilles ou de bifidobactéries, qui sont des bactéries lactiques, qui vont fermenter le lactose, c'est-à-dire le lait, et qui ont des propriétés extrêmement intéressantes au niveau du système immunitaire. Et bien, tout le long de la vie, si on peut consommer des produits fermentés, c'est quand même mieux pour notre système immunitaire. Mais le message important là sur l'alimentation, c'est il faut rien s'interdire, il faut tout consommer. Et plus on consommera, moins on sera focalisé sur les bactéries, c'est nos ennemis, mieux ce sera pour notre système immunitaire. Attention cependant, quand on a des traitements immunosuppresseurs, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, là, du coup, les bactéries, c'est mes amis. On fait quand même attention quand on a des traitements immunosuppresseurs ou quand on est immunosupprimé. Oui. Vous parlez des Balkans, on pratique aussi le jeûne. Quelle est l'incidence du jeûne sur le microbiote? Ça le modifie, c'est clair. Ça le modifie. Alors, ça peut le modifier dans un bon sens. Ça peut le modifier parfois moins bien. Et effectivement, il y a dans certains cancers, il y a des personnes qui ont vu, ça veut dire qu'il faut qu'on parte, c'est ça? On va attendre qu'ils nous jettent des pierres et puis on partira après. Quand on est, effectivement, quand on a une alimentation et quand on fait le jeûne, ça a un impact sur le microbiote. Mais à l'inverse, est-ce que c'est le jeûne qui améliore les choses ou c'est plutôt la consommation de certains aliments qui aggrave les choses? Je sais pas. Là aussi, il n'y a pas de preuve. Après, c'est comme l'homéopathie. Si ça vous fait du bien, bah, faites-le. Par contre, il ne faut pas non plus être dans l'acharnement. C'est-à-dire que la solution ne va pas venir du jeûne. C'est l'ensemble, quoi. Donc, si il y a des personnes, ça leur fait du bien, ils supportent mieux une chimiothérapie en faisant le jeûne, eh ben, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut toujours, c'est comme l'homéopathie, moi ça ne me pose aucun problème que mes patients fassent de l'homéopathie, ça ne me pose aucun souci, mais que ça soit fait en concertation avec l'équipe, avec votre médecin, et pas en cachette, en se disant, ou carrément même en opposition, quoi. Parce que là on va à la catastrophe, quoi. Donc le microbiote, oui, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que ça soit en intelligence, et surtout avec les connaissances que l'on a, et les outils que l'on a aujourd'hui. Mais ça va se développer. L'avenir, c'est quand même le microbiote, hein. Si un médecin généraliste n'est pas au courant de tout ça, ce qui peut arriver, quoi. Qui peut-on consulter sur Tours, par exemple? Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué parce que, attention aussi, maintenant, vous n'avez pas la réponse avec votre médecin généraliste puisqu'il ne connaît rien. C'est une quiche. C'est ça ce que vous avez dit, hein? Non. Donc, en tout cas, il n'y connaît rien. Alors, c'est pas nouveau, c'est justement le problème, c'est que c'est pas nouveau, mais on a fait d'énormes progrès. Mais encore une fois, aujourd'hui, si quelqu'un vous dit, moi j'ai le microbiote, j'ai le truc pour vous, ça veut dire qu'attention, vous êtes quand même dans un système un peu complètement. Et vous pouvez aujourd'hui envoyer vos selles pour faire des analyses de microbiote à des sociétés qui vont vous faire payer 600 € l'analyse, mais derrière, ils vont vous dire « Ah, vous avez une dysbiose ». Et donc, on va vous proposer ces compléments alimentaires. Donc là, on est complètement dans du commercial, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a aucune... Les études du microbiote, ça reste de la recherche. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'analyser, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas capable d'analyser personnellement votre microbiote et de vous dire, il faut augmenter ci, il faut augmenter ça, etc. Et ceux qui le font, on est un peu limite. Donc, par contre, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés qui se mettent à fabriquer des probiotiques. Quand on regarde qui sont ces sociétés, c'est des cosmétologues, enfin c'est des gens qui font des crèmes, ils n'ont rien à voir avec la médecine quelque part. Donc là, je dirais attention, quoi. Après, il y a d'autres sociétés, là, notamment Pilège, c'est un laboratoire français qui a quand même une grosse expertise là-dedans, avec quand même des études un peu plus montées, mais eux-mêmes non plus ne peuvent pas dire avec certitude que vous avez telle dysbiose, vous allez prendre tel produit. Voilà, on peut essayer, si ça marche, tant mieux. Si vous voyez que ça ne marche pas, vous passez à autre chose, quoi.
Petite parenthèse, heureusement votre médecin généraliste se forme et connaisse bien les microbiotes. Certains, oui. Mais là, quand même, il s'intéresse. Juste une question, vous parlez des cellules dendritiques. Oui. Est-ce qu'il y a des destructeurs de cellules dendritiques et est-ce qu'il y a aussi est-ce qu'on peut détruire les cellules dendritiques et est-ce que, deuxièmement, il y a des gens qui ont un déficit de cellules dendritiques? Alors, est-ce qu'on peut détruire les cellules dendritiques? On peut tout détruire, hein. Il n'y a pas de souci. Mais aucun intérêt de détruire les cellules dendritiques. Est-ce qu'il y a des destructions, des produits ou des choses comme ça qu'on détruise les cellules? Comme toute cellule, toutes les cellules de notre corps peuvent être abîmées plus ou moins par des produits, notamment la chimiothérapie, ça détruit les cellules, donc ça peut bien sûr toucher les cellules du système immunitaire et toucher les cellules dendritiques. Après, les cellules dendritiques, c'est des cellules qui se forment en permanence, qui sont régénérées en permanence, et des cellules qui sont à multiplication très très importante. Donc c'est pas forcément celles-là qui vont être hyper fragiles. Par contre, quand elles le sont, on est mort. Enfin, on est pratiquement mort, parce que ça veut dire qu'on n'a plus de capacité de fabriquer des réponses immunitaires, donc on va être extrêmement fragile vis-à-vis de tout. Donc c'est une possibilité, mais voilà, dans ce monde de danger, c'est pas forcément la cellule dendritique qui va être la cible. Par contre, elle est effectivement extrêmement importante, et si on n'a plus de cellules dendritiques, c'est qu'on n'a pas plein d'autres cellules aussi à côté, et ça va poser problème très très rapidement, quoi. Ils vont vraiment nous lancer des cailloux. Hein. Du coup, je reviens sur les cellules dendritiques et Oui. puis votre diaporama. Il y avait 2 colonnes, cellules dendritiques matures et cellules dendritiques immatures. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence et le lien avec un indicateur, alors j'y connais rien, qui est là, ou le MO? Le MO? Oui, qu'on retrouve sur les analyses, que j'ai vu sur une analyse, MO. et qui aura un lien avec la maturité, peut-être. Alors MO, là, ça ne me dit rien. Alors les cellules dendritiques, effectivement, elles existent sous 2 formes. La forme dite immature, c'est les grosses cellules que je vous montrais la vidéo. C'est la grosse cellule sans les poils, exactement. Cette grosse cellule qui est en périphérie, au niveau des interfaces avec l'environnement. Et cette cellule-là, c'est une cellule, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est sentinelle. D'accord ? Elle est là pour juste vérifier que tout aille bien. Voilà. Et s'il y a un souci, c'est là où elle va changer de fonction et elle va à ce moment-là migrer là où il y a les cellules du système immunitaire, les lymphocytes. Elle va migrer vers les ganglions et c'est là où elle va devenir mature et c'est là où elle va émettre ses dendrites, parce que les dendrites, c'est quoi? C'est je touche tous les lymphocytes qui sont dans le ganglion et tiens, toi là, ton récepteur, il reconnaît à peu près la cellule cancéreuse, et bien toi, je te donne l'ordre de te multiplier. Parce que tous les lymphocytes T qui sont à côté ne vont pas forcément avoir un récepteur qui va être capable de le reconnaître. Et une fois qu'il y en a un qui reconnaît à peu près, il va se multiplier. C'est là où on va avoir après un lymphocyte T qui va être extrêmement précis pour la reconnaissance de la cellule cancéreuse. D'accord ? Donc le côté immature, c'est juste une forme. On peut avoir une cellule qui est en sommeil, une cellule qui va être active. Là, la cellule immature, elle n'est pas en sommeil. Elle n'a pas la même fonction. C'est une histoire de fonctions qui sont différentes. Oui, pour ma part, je fais partie du non-répondeuse à l'immunothérapie. J'ai eu il y a 3 ans. Je me dis que peut-être qu'en 3 ans, mon microbiote a changé, ou est-ce que peut-être qu'à l'époque, on m'a dit on arrête l'immunothérapie puisque la maladie est revenue. On n'en essaye pas une autre parce que ça risque de ne pas marcher non plus. Je me dis, bon là, la maladie est maintenue avec un traitement, mais si ça revient, peut-être que en fonction de mon microbiote qui aurait changé ou une autre immunothérapie, je pourrais être à nouveau candidate. Alors ça, il faut en discuter avec vos équipes, ça dépend des équipes, ça dépend du type de cancer, ça dépend des molécules. Après, dans les transplantations fécales dont je vous ai parlé, c'est des essais
thérapeutique. C'est pas forcément discuter au cas par cas, c'est plutôt des études où on a comparé des situations et on a vu qu'effectivement la transplantation fécale pouvait améliorer effectivement la réponse aux thérapeutiques. Donc ça, c'est comme ça. Et surtout, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est que, encore une fois, aujourd'hui, à titre individuel, on n'est pas trop capable d'aller regarder si votre microbiote il a changé. On n'a pas les outils encore pour voir si votre microbiote était de telle nature à une certaine époque et aujourd'hui, est-ce que votre microbiote a changé. Après, il peut avoir des essais cliniques où on va étudier effectivement l'effet du microbiote, où ça pourrait être utilisé. Mais je ne suis pas oncologue et je ne peux pas vous dire si ce type d'étude-là existe actuellement. Je ne peux pas vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un traitement qui n'a pas marché à un moment donné de votre histoire, malheureusement, il y a de fortes chances qu'il ne va pas forcément marcher 3 ans ou 4 ans après, mais on n'en est absolument pas sûr. Parce que si ça dépend du microbiote, la femme que vous êtes aujourd'hui par rapport à celle qui a 20 ans, ça a un peu changé. Votre microbiote, c'est la même chose. Il change tout au long de votre vie. La fonction reste la même, mais le microbiote change. Parce que votre immunité change et qui s'adapte en permanence à l'environnement. C'est quelque chose qui est vraiment quelque chose de dynamique. Donc votre microbiote, il a probablement changé, très probablement, mais on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Merci. Est-ce que le système immunitaire est influencé par les événements de notre vie? Complètement. Parce que on a vu qu'il y a le système, il y a notre organisme, l'environnement. Okay, et le microbiote, il est sur il fait partie encore une fois de notre individu. Mais le microbiote, finalement, il est à l'interface entre notre système immunitaire, le microbiote et l'environnement. Et donc, justement, en fonction de ce que vous allez manger, en fonction de là où vous allez vivre, c'est pour ça que je vous ai montré des photos de microbiote, des images où en fonction de l'endroit où vous vivez, le microbiote n'est pas le même. Donc tout ce qui est dans l'environnement impacte votre microbiote. Et donc votre environnement, il impacte votre système immunitaire parce que il impacte le microbiote, donc il impacte le système immunitaire. Donc tout est lié. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup du concept de une seule santé. C'est-à-dire que c'est bien de s'occuper de la santé humaine, mais si on ne s'occupe pas de la santé de nos arbres, de nos sols, de nos rivières, tout ça, ça a un impact, tout ça est lié. Et ça a un impact sur notre environnement. C'est pour ça qu'on parle maintenant de une seule santé. Donc c'est extrêmement important. Notre environnement va être extrêmement important. Le stress est extrêmement important aussi. Parce que le stress, c'est pas que dans la tête. Le stress, c'est aussi des molécules chimiques qui vont aller activer aussi votre système immunitaire, qui peuvent aussi modifier votre microbiote. Tout est lié. C'est vraiment un équilibre. Donc le yin et le yang du système immunitaire, on peut le mettre aussi au niveau même de notre microbiote et voire même au niveau de notre environnement. On va être obligé de clôturer. Donc, tout ce que nous vivons est très important. Je dirais oui. Oui. Complètement. Une dernière ? Oui, je voulais savoir quelle était. Vous avez parlé des. Ah, pardon. C'est pas grave. Allez-y. Quand l'oncologue prescrit immunothérapie et chimiothérapie, est-ce que dans ce cadre-là, les dendrites, les cellules dendritiques, est-ce qu'elles peuvent justement être désactivées par rapport... Est-ce que ça peut interagir de façon négative ? Alors, effectivement, quand on traite un cancer, souvent on fait des associations d'immunothérapie avec des chimiothérapies, des choses classiques. Mais en fin de compte, si ça s'est proposé, c'est que ça a été testé et qu'on a un effet bénéfique à associer les deux. Alors c'est fait, je dirais, d'abord
en faisant en sorte que justement qu'il n'y ait pas des toxicités qui s'ajoutent, mais que les cibles soient plutôt complémentaires. Donc tout ça, c'est quand même un petit peu réfléchi, mais au départ, à un moment donné, quand on propose un nouveau traitement, on va proposer un nouveau traitement, il y a différentes phases, peu importe, mais si aujourd'hui on vous propose un traitement qui associe chimiothérapie et immunothérapie, c'est on a pu démontrer qu'il y avait un plus à le faire. Voilà. Donc il ne faut pas avoir, entre guillemets, d'inquiétude, sauf que, comme malheureusement pour ceux qui ont déjà eu à subir des traitements de chimiothérapie, voire d'immunothérapie, il y a des effets secondaires. Voilà, qui sont plus ou moins importants. Il y a des effets secondaires, et donc quand on commence un traitement, il faut aussi prendre en compte le fait que ça ne va pas être efficace, mais le fait aussi qu'on peut avoir des effets secondaires, et c'est la balance entre les bénéfices et les effets secondaires qui fait qu'on poursuit ou pas. Mais oui, ça peut bien sûr avoir un impact. Les chimiothérapies ciblent particulièrement les cellules cancéreuses, mais comme vous le savez, si on a des effets secondaires, c'est que ça cible justement pas que les cellules cancéreuses. C'est pour ça qu'on a les effets secondaires. Et le fait d'utiliser des immunothérapies qui sont des molécules qui ciblent vraiment que les cellules cancéreuses ou très peu d'autres, plus la cible va être précise sur la cellule cancéreuse, moins on a d'effets secondaires. Mais pas toujours avec les immunothérapies. Parce que du coup, vous levez les inhibitions et on va voir des choses à côté, quoi. Et c'est ça sur lequel il faut être vigilant. Donc ça révolutionne, mais ça a aussi des effets secondaires. Peut-être dernière question, parce que la dame s'impatiente. Je voulais savoir quel était l'effet des corticoïdes sur le microbiote. Antibiotiques, on comprend bien, et les corticoïdes, quel est l'effet? Alors, les corticoïdes, c'est un mécanisme d'action très très particulier. Ça cible ce qu'on appelle un facteur de transcription. C'est une petite molécule qui va aller au niveau de l'ADN et qui va empêcher la transcription de certaines informations et empêcher notamment la production d'alarmine, de cytokines, de l'inflammation, etc. Donc ça peut avoir un impact sur le microbiote, mais je ne suis pas sûr que ça a été vraiment étudié parce que c'est pas la cellule humaine et les cellules du microbiote, elles ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Donc ça ne va pas forcément être la cible des corticoïdes, les cellules, les bactéries, les virus ou les parasites. Ce n'est pas du tout le même mécanisme. Donc ça ne va pas être une cible privilégiée. Par contre, quand vous modifiez les corticoïdes, ils ciblent le système immunitaire, ils bloquent notamment l'inflammation du système immunitaire. Je vous dis tout à l'heure, le système immunitaire, ça contrôle le microbiote. Vous modifiez votre système immunitaire, vous modifiez votre microbiote. Mais c'est plus un effet, je dirais, secondaire, pas direct. Donc tout, comme le disait madame, tout est important, tout a un impact sur tout. Voilà. Après, moi j'ai horreur de prescrire des médicaments. Je suis médecin, mais j'aime pas prescrire des médicaments. Si je peux ne pas prescrire de médicaments, je ne prescris pas de médicaments. Mais c'est toujours une question de balance bénéfice-risque. Je prescris un médicament, il y a des avantages. Je le prescris, mais je sais que je vais avoir des effets secondaires. Mais voilà, il faut toujours être dans cette balance. Qu'est-ce qui est le mieux pour le patient? Le médicament ou l'absence de médicament? Le médicament, mais si j'ai plus d'effets secondaires, je ne vais peut-être pas prescrire ce médicament-là, quoi. Mais sur le microbiote, corticoïde, c'est plus lié au système immunitaire. Voilà. Merci.